Bonjour, assalamu alaikum, shalom. Dieu a voulu que nous soyons dans ce studio. Nous la remercions et le prions de bien vouloir nous inspirer, aiguiser notre esprit et notre langue à vous servir un club de la presse ponctué d'informations autant que possible vraies, des informations utiles et bienveillantes pour notre vivre ensemble. Et nous sommes honorés d'être écoutés un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier, notamment auprès de la diaspora togolaise, en Amérique, en Europe, en Asie, un peu partout, grâce aux techniciens Victor Gbekoku Michel Tomega et Géraud Dakoucha. Émission que nous co-animons avec des confrères aujourd'hui, Eric Hugues Johnson, le grand patron de l'Union pour la Patrie. Bonjour. Bonjour, ça c'est pourquoi le grand patron. Bonjour, chers amis auditrices, parce chers amis auditeurs. Parce qu'à défaut d'être gros, au moins vous êtes grand de taille. Merci pour le compliment. Merci. Lui compense la taille par son volume. C'est Jeff le Prince qui nous vient d'Anéro. Bonjour. Bonjour, cher Sas. Bonjour à toutes les auditrices, auditeurs de Canal FM et Lumière FM. Anéro, notamment la commune, l'Arc 1, dont nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi pas avec la sagesse supposée de Primus Doce Genou. Bonjour. Pardon. Ça commence bien. Bonjour, chers amis auditrices et chers amis auditeurs. Merci. Fidèles écouteurs de Canal FM. Comme j'ai parlé de sagesse supposée, j'espère bien que on écoutera la sagesse par votre bouche, Primus. Espérons. Merci beaucoup. Et un ami, confrère, qui nous rejoint aujourd'hui, Habib Amouzou, bonjour. Bonjour Seth Gaou, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci. Votre voix par laquelle vous saluez les auditrices et auditeurs. Eh bien, nous attendons encore un, voire d'autres, voire deux confrères. Eh bien, l'actualité est bien riche aujourd'hui. Je vous prie d'être succinct dans vos commentaires pour que nous puissions aborder tous les sujets parus dans le journal aujourd'hui et pour permettre également à ce que les auditeurs soient bien diversifiés dans leurs commentaires et questions lorsqu'ils entreront en ligne à partir de 12h sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Eh bien, la pensée du jour, je l'ai trouvée sur une plateforme de discussion WhatsApp hier et la pensée dit ceci. Le passé est l'endroit où tu apprends des leçons. Le futur est l'endroit où tu appliques les leçons apprises. Le passé est l'endroit où tu apprends des leçons. Le futur est l'endroit où tu appliques les leçons apprises. Chacun va commenter en lui-même. Et aujourd'hui, nous faisons revenir la rubrique Vu et constaté. Depuis la semaine dernière, beaucoup de journaux publient et commentent le dernier rapport de Transparency International. Ce rapport qui constate que le Togo a reculé par rapport à son classement de l'année dernière. Et s'en inspirant, aujourd'hui, le confrère Liberté titre à sa manchette « Indice de perception de la corruption 2019 ». Le Togo dans la zone rouge, écrit Liberté. Et puis à la page 3 de ce même confrère Liberté, je lis « Douane togolaise et équité sociale ». Qu'attend le procureur général de la cour d'appel pour régler la douane de sa voiture Lincoln? Et Liberté écrit que dans les jardins de la cour d'appel, on trouve depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, un véhicule haut de gamme de marque Lincoln qui porte la plaque d'immatriculation W Bossiel 3. Un peu bizarre, n'est-ce pas? Une plaque W Bossiel 3. Et Liberté écrit que ce véhicule qui appartient au procureur général de la cour d'appel roule depuis des semaines
dans les rues de Lomé. Or, il y a une loi qui s'impose à tout Togolais de déclarer son véhicule à la douane et de porter une plaque d'immatriculation normale pour tous les Togolais. Eh bien, nous évoquons ça parce que ça fait 2-3 semaines de suite. Eric Johnson, vous attribuez carton vert à la justice pour les efforts que la justice fait pour nous situer sur une justice égalitaire, rapide et égale pour tout le monde. Voilà Liberté qui prend le procureur général en flagrant délit de circuler avec un véhicule qui n'a pas déclaré à la douane. Eric. Ouais, écoute, ça c'est pour me titiller. Non, je c'est comprends, juste un constat. Mais je te dis que les personnes qui sont à la tête de ces institutions m'importent très peu. Cependant, je parle de ce qui se passe dans les faits, les manières de gérer les affaires, de dire le droit. C'est ça qui m'intéresse et je donne carton vert à ceux qui, pour quelquefois, disent la vérité par rapport aux droits des citoyens. Je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à la circulation d'un véhicule sans immatriculation. On en voit partout. On voit même des citoyens qui circulent pendant des années avec des véhicules non immatriculés RT. Et je sais pas quel lien on veut faire parce que c'est lui le procureur général. Alors il est différent des autres citoyens. Je sais pas dans quelles conditions ça se passe. Quand j'ai lu l'article de Liberté, je me suis informé auprès de quelques sources, auprès de l'OTR. Il m'a été signifié que cette loi qui porte déclaration à la douane et immatriculation s'impose à tous les Togolais. Même si le chef de l'État a un véhicule privé, il doit le déclarer et le faire immatriculer. Et l'OTR nous signale même que toute personne qui aurait des informations dans ce sens-là peut appeler le numéro vert 82 80 pour signaler tout Togolais et Togolaise est soumis à la déclaration à la douane et à l'immatriculation de son véhicule avec des plaques normales. Mais ça, je vois dans ce pays-là des artistes, je vois des joueurs, tout ça qui circulent avec des véhicules non immatriculés RT. Est-ce que il n'y a pas une pénalité ou est-ce qu'il n'y a pas une redevance à payer au transport routier pour pouvoir... Merci, c'est le vieux constaté. Aujourd'hui, c'est le procureur général que le confrère Liberté épingle. Et encore une fois, mes sources à l'OTR me signifient que la loi s'impose à tout le monde qui doit déclarer son véhicule et le faire immatriculer. Même s'il y a 2 semaines, quand nous étions à Kara, au moins la moitié des motos qui circulaient à Kara ne portaient pas de plaque d'immatriculation. Voilà d'autres réalités aussi qu'on peut toujours signaler à l'OTR sur le numéro vert 82 80. Oui, Primus? Oui, non, je vois, je félicite tes efforts de renflouer les caisses de l'OTR. Et de l'État. Oui, mais n'oublions pas que quand je vais au Nigeria, vous avez des voitures avec des plaques d'immatriculation officielles qui n'ont pas de numéro, mais qui est autorisé par l'État. Un roi d'un royaume se promène avec son titre comme plaque d'immatriculation pour avoir l'honneur public exigé. Vous voyez, dans certains pays, c'est permis que des célébrités aient leur nom sur la plaque d'immatriculation. Tout cela rapporte aussi de l'argent à l'État. Parce que on ne va pas lui donner une autorisation exceptionnelle gratuitement à cause de son titre ou de son nom. Merci. On peut multiplier les exemples. C'est notre vieux constaté. Maintenant, si le procureur général est en règle avec sa plaque bizarre, ok, on va le constater auprès de l'OTR. Mais l'essentiel, c'est que la loi s'applique à tout le monde. C'est l'effort que nous faisons. Jeff Le Prince? Oui, c'est l'effort que nous faisons. Nous disons presque la même chose, d'autant plus que vous verrez des stars qui mettent justement leur nom. Et comme Primus l'a dit, à côté ici au Bénin, vous allez voir, on met comment Igwe ou bien le roi tel, on ajoute même le titre.
Donc, je me demande si ces véhicules ne sont pas dédouanés. Si ces véhicules sont dédouanés, ça veut dire que il faut payer une forte taxe pour avoir cette plaque exceptionnelle. Alors, c'est parce qu'il est procureur de la République, c'est pourquoi nous en parlons. Il est un homme public, c'est pourquoi nous en parlons. Je ne sais pas. Donc, de toute façon, même au Togo ici, vous verrez des voitures sur lesquelles on met RT Star ou bien on met des trucs bizarres, mais vous vous demandez, est-ce que ces véhicules sont passés par la douane? Donc, allons-y comprendre pour aller fouiller mieux. Ce n'est pas parce qu'il est procureur de la République qu'on va le dire. Procureur général. Procureur général. De toute façon, si le véhicule n'est pas sorti du port autonome ou bien n'a pas eu de dédouanement, on ne peut pas se permettre de mettre un nom ou un titre comme ça au hasard. Merci. Ce n'est qu'un vieux constaté. La loi étant la même pour tout le monde, eh bien, nous faisons l'effort pour que tout le monde s'y plie. Maintenant, nous allons nous transporter, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier, parce que c'est tout le monde du sport, notamment le basket, qui est en deuil. Disparition subite et tragique d'un géant du basket. 3 journaux nous en parlent aujourd'hui, notamment l'équipe sportive qui écrit la page 2, basketball, nécrologie, adieu Kobe Bryant. Kobe Bryant qui a disparu à bord de son hélicoptère. C'était le dimanche 26 janvier dernier. L'ex-star de la NBA a perdu la vie dans cet accident d'hélicoptère. Il avait 41 ans, il avait à ses côtés sa fille de 13 ans. Et ce n'est pas que la star et sa fille qui ont disparu comme ça tragiquement. Il y avait d'autres compagnons d'infortune. C'est ce que nous rappelle l'alternative qui écrit qu'aucun des 9 passagers à bord de cet hélicoptère n'a survécu. Kobe Bryant, c'est 20 ans passés au club de basketball Los Angeles Lakers, l'un des plus grands champions de l'histoire du basket. Il a été lauréat 3 fois NBA et été 2 fois champion olympique. Votre journal en parle aussi, l'Union pour la Patrie. Le contraire m'aurait surpris. Eric Hugh Johnson, vous qui êtes grand amateur de basket, vous avez même eu à diriger un club. Je dirige toujours. Vous dirigez toujours un club de basketball. Eh bien, vous revenez également sur ce tragique accident et vous relevez que selon des témoignages, notamment du pilote, l'accident est survenu dans de mauvaises conditions météo, en attendant que les autorités américaines nous situent de façon définitive. Vous savez, Kobe Bryant, c'est une star atypique de la NBA. Contrairement aux autres professionnels à la NBA, il est le seul à ne pas avoir fait une grande université. Et il a commencé très tôt, déjà à l'âge de 12 ans. Il a été drafté à 17 ans et à 18 ans, il est déjà devenu professionnel. Alors que vous savez, le cursus normal des basketteurs aux États-Unis, c'est les grade school, après l'université, et vous commencez par jouer. Mais Kobe Bryant, il avait son idole qui est Michael Jordan. Et déjà tout petit, il l'imitait. Dans le quartier, il faisait tout pour arriver à niveau de ce grand joueur qu'est Michael Jordan. Et il a fait un très bon... il a été un très bon joueur. Il a été plusieurs fois MVP. Il a marqué plus de 30 000 points. 30 000 points pendant sa carrière. Vous savez, c'est un grand joueur que le monde entier a perdu. Et aujourd'hui, tout le monde regrette parce que c'est un homme de cœur. Il n'hésite pas à apporter beaucoup de contributions. Il n'hésite pas à aider surtout les populations noires américaines. Donc, franchement, c'est un grand cœur qu'on vient de perdre et perd son âme
Et voilà tout ce que je peux dire. Et depuis sa disparition, on sent que c'est tout le monde du sport qui est ébranlé du tournoi de tennis à Melbourne, en Australie. Les différents championnats qui se sont joués le week-end dernier, même les athlètes des sports nautiques, plutôt ski alpin, c'est le monde entier qui sportivement et solidairement rend hommage au grand homme Kobe Bryant. Primus? Oui, disons que Kobe Bryant fait partie de ces exceptions que le basket américain nous a toujours donné. Quand vous prenez, moi je prends déjà à côté des Harlem Globetrotters, eux ils ne sont pas sortis d'aucune université, ils sont sortis de la rue. Hein, ils jouaient le basket dans la rue, mais ils ont rendu le basket célèbre et l'ont rendu mondial. Hein, quand je pense à quelqu'un qui a tourné, Magic Johnson, hein, quelqu'un aussi qui est revenu de très loin, a gagné son combat contre le sida, était dans les ténèbres, puis est revenu jusqu'au sommet, Shaquille O'Neal, Jordan Air. C'est-à-dire que le monde du basket américain est rempli de ces personnalités exceptionnelles. Et la dernière génération à laquelle fait partie Kobe aussi, hein, c'est des gens difficilement classables. Merci Kobe Bryant qui s'en est allé, mais comme l'écrit un journal, il restera éternel dans le monde du basket. La preuve, son numéro 24 avait été déjà retiré par les Los Angeles Lakers, mais d'autres clubs retirent également le numéro mythique de Kobe Bryant pour lui témoigner reconnaissance éternelle. Et accident d'hélicoptère survenu le 26 janvier 2020 qui nous rappelle, après de 13 ans, ce qui est arrivé à Lungi, en Sierra Leone. C'était le 3 juin 2007, si je ne me trompe. L'équipe togolaise qui venait de jouer et de gagner contre son homologue du Sierra Leone, au moment de quitter le stade et rentrer à Lomé, l'hélicoptère à bord duquel se trouvait une bonne partie des supporters, dirigeants et même journalistes s'est effondré. Aucun n'a survécu. C'est le tragique accident d'hélicoptère de Lungi que nous ressuscitons aujourd'hui avec notre invité Habib Amouzou. Rebonjour. Rebonjour, Cess. Toutes nos excuses de vous rappeler ce triste événement parce que vous avez une personne très chère à vous qui a péri dans cet accident. Mais il faut en parler parce que nous avons appris qu'il y a quelques jours, les parents des victimes ont relancé une action en justice. Je voudrais que vous nous en parliez, Habib. Merci beaucoup pour cette opportunité. Et en ce qui concerne en parler encore de cette histoire, triste histoire pour tout le Togo, il faut le faire pour pouvoir conjurer justement le sort et pouvoir faire son deuil. Ça fait 13 ans bientôt que nous avons perdu nos parents au cours de cet accident. Et comme ça se passe partout dans le monde, quand il y a ce genre de choses qui se passent, il y a des procédures qu'on entame. Il y a l'indemnisation qu'il faut voir. Il y a le déplacement sur le lieu de l'accident pour se recueillir qu'il faut voir. Et maintenant, chez nous, ici au Togo, il y avait eu plein de promesses, c'est-à-dire l'érection d'une stèle pour honorer la mémoire de ces personnes-là. Tout à l'heure, on parlait du numéro 24 qui devait être retiré. Ce sont des maillots de basket. Oui, de maillots de basket. Ce sont dans certains clubs américains. Absolument. C'est déjà un acte fort. Et l'un des actes forts qui avait été promis ici, c'est l'érection d'une stèle portant les noms de ces disparus-là pour honorer leur mémoire. Mais on se sent un tout petit peu baladé de gauche à droite. Qui vous avait fait cette promesse-là? Le chef de l'État lui-même. En personne? En personne. Et j'étais présent. Donc, on se sent un peu baladé. C'est vrai qu'il ne peut pas aller chercher un terrain et chercher un modèle de stèle et tout ça. Il nous avait mis à notre disposition en ce moment le ministre Pascal Bodjona, qui était à l'intérieur, le ministre Chao qui était... Le ministre de l'administration territoriale. De l'administration territoriale, c'est vrai, le vrai titre d'ailleurs. Et ministre Chao qui était ministre des Sports. Et le ministre des Transports, je ne me rappelle plus le nom. Ce sont ces trois interlocuteurs-là que le chef de l'État avait mis à notre disposition, avec qui nous devons discuter
mais tantôt on vous dit ci, tantôt on vous dit ça. Nous, on a pris les devants, on a commis 2 cabinets qui nous ont proposé des stèles et on a envoyé ces propositions au ministère. On n'a rien eu. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Même pas un petit courrier pour dire nous accusons réception de votre proposition. Rien. Maintenant, côté indemnisation, les familles sont dans des situations très très difficiles. Je vous en parle parce que il se fait que je dirige l'association de ces parents des victimes là et les échos que je reçois tous les jours, c'est assez pénible. On s'est dit que on va laisser faire le droit. Donc on les a estés en justice. Ils devaient faire leur première comparution le 25 février, quelques jours après les présidentielles, ici au tribunal de Lomé. Quand je dis ils, c'est toutes les associations qui sont impliquées dans l'organisation de ce match, à commencer par notre fédération togolaise de football et la fédération, la Sierra Leone Fédération et Football Association, et puis la CAF, la Confédération africaine de football. Les 3 associations-là sont convoquées au tribunal de Lomé pour pouvoir justifier de leur mépris par rapport aux parents des victimes. Merci. Donc, vous avez sûrement commis un avocat, sinon un collège d'avocats, avec cette assignation en justice contre la Confédération africaine de football, la Fédération Sierra Leonaise de football et la FTF. Est-ce que vous avez déjà une idée des audiences à venir? Oui, la première comparution, c'est le 25 février 2020. Maintenant, sûrement, comme ça se passe, la procédure, ils vont envoyer leur avocat et ils vont demander d'autres pièces et tout ça. Mais on espère tout simplement qu'ils vont prendre le devant et revenir rapidement à une négociation pour ne pas ternir beaucoup plus l'image du football continental. Alors, qu'est-ce que vous attendez dans votre plainte contre ces 3 instances-là? Contre ces 3 instances, on veut juste les indemnisations. Elles peuvent pas faire autre chose que ça. Pour cela, est-ce que vous disposez de pièces techniques sur les enquêtes? Sûrement que, je ne sais pas, l'État sierra-léonais, pourquoi pas l'État togolais ont diligenté. Est-ce que vous avez un peu des suites de ces enquêtes techniques? Nous avons en notre possession le rapport final de l'enquête concernant l'accident. Bien avant, nous avons eu d'autres rapports intermédiaires, mais le rapport final ne fait que confirmer ce que les rapports intermédiaires avaient dit. Donc, l'accident est dû au fait qu'ils ont mis un avion, un hélicoptère, qui ne devait pas normalement voler à la disposition de la délégation togolaise. Ils ont mis des pilotes, des techniciens qui n'avaient pas l'autorisation de voler. C'est ça le problème. C'est ce que les résultats techniques vous laissent entendre. Absolument. Eh bien, faisons confiance à la justice. D'abord que les audiences auront lieu, que toutes les parties comparaîtront et on suivra le débat et on verra ce que la justice va donner. Mais en attendant, je voudrais qu'on revienne un peu à la parole présidentielle. Je me rappelle toute l'émotion à ce moment-là, le Togo officiel qui avait rendu hommage. Le chef de l'État était en personne, beaucoup d'émotions. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que cet engagement de l'État par la parole du président de la République, mission qu'il a donnée à 3 de ses ministres, celui de l'administration territoriale, celui des sports et celui des infrastructures, comment comprenez-vous que 13 ans après, on en soit encore à rechercher cette parole du président? Le jour où je comprendrai ça, c'est le jour où je comprendrai combien de fois j'ai cherché à rencontrer le chef de l'État et que je n'ai pas pu le rencontrer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une bonne volonté. Quand vous vous entourez des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que vous, c'est vous qui serez taxé de ne pas faire un certain nombre de choses. C'est tout. Merci. Rappelons juste que dans cet accident d'hélicoptère, nous avons perdu des supporters, des dirigeants, des confrères qui étaient des pères de famille, des mères de famille, souffraient que je trahisse un petit secret. Habib Amouzou, c'est tout simplement le mari de notre consoeur Olive Messan, qui a également péri dans ce tragique accident. Habib, prenez soin de votre enfant. Merci beaucoup. C'est Dieu qui nous protège tous. Merci. Oui, Jeff le Prince.
Oui, je sens la douleur de notre confrère et c'est très difficile, c'est triste. Vous avez posé une problématique très fondamentale tout à l'heure et pour ma part, je demanderais, est-ce que avec cette grande émotion que le chef de l'État avait même décoré les victimes à titre posthume le jour-là, est-ce que le gouvernement togolais n'a rien fait à ces familles qui sont restées dans ce deuil jusqu'à ce jour, avant le dédommagement officiel par les instances supérieures? Est-ce que l'État togolais n'a pas contribué ou bien n'a pas apaisé au moins les cœurs d'une manière ou d'une autre? D'accord, je répondrai avec un peu plus de subtilité. Quand vous recevez quelque chose, on vous dit que c'est un don du chef de l'État, je considère que c'est le sommet qui fait et non le gouvernement. Aux premières heures de ces tragiques événements, le chef de l'État nous avait accompagnés avec 2 millions pour pouvoir 2 millions pour tout le groupe ou bien non, par famille? Par famille, pour faire les 2 millions de francs CFA. De francs CFA. Et maintenant, il y a eu une problématique qui était venue. Les personnes décédées n'étaient pas toutes assurées. Donc, dans le groupe, il n'y avait que 5 personnes assurées. Donc, il restait un nombre. Pour ne pas créer de dichotomie dans le deuil, dans la souffrance, le chef de l'État, une fois encore, a décidé de payer par rapport à l'assurance de Fidèle Assurance, si j'ai bonne mémoire, de payer le montant là à toutes les autres familles dont les victimes n'ont pas été assurées. Voilà ce qui avait été fait. C'était le chef de l'État ou bien le gouvernement? C'était le chef de l'État. C'est pour ça que je dis, je vais parler avec un peu plus de subtilité. Et le chef de l'État lui-même, par rapport au rapport que nous recevons régulièrement de chez Maître Apévon, notre ancien conseil, et il s'impliquait directement pour que nous puissions trouver une solution, parce que le gouvernement sierra-léonais nous avait proposé un règlement à l'amiable en ce qui concerne les indemnisations. Et il s'impliquait, il les titillait tout le temps. Et quand on n'avait pas de retour, Maître Apévon allait vers le chef de l'État pour lui demander, mais il faut voir votre confrère et tout ça. Et voilà ce que je peux dire. Mais je précise, le chef de l'État. Le gouvernement, le ministre Chao, j'ai été le voir 2 fois. La deuxième fois, je lui ai amené la proposition de Stèle. Il nous avait dit que le gouvernement a siégé sur notre problème et qu'il restait juste un problème de lieu pour la stèle. Et là, je vous parle de 2009. On n'a pas trouvé de lieu ici au Togo. Ça fait 11 ans. Pour ériger une stèle. Merci. Bon, Primus, et puis nous passons au sujet suivant. Oui, non, le confrère Abdi pose un sérieux problème national et de l'État. Pourquoi je dis ça? C'est quand Robert Mugabe était décédé que la chose m'a frappé. Il y avait une querelle entre le gouvernement et la famille de Robert Mugabe. Le gouvernement voulait enterrer Robert Mugabe au cimetière des héros de l'indépendance. Et là, j'ai tiqué. Nos dirigeants, là, on les enterre où au Togo? Il y a un lieu. Mais il faut continuer que la famille de Robert Mugabe s'était opposée. Si, je dis, il s'est opposé à cela. Oui. Mais est-ce que nous avons un endroit officiel au Togo pour honorer nos dirigeants qui ont servi l'État togolais au plus haut sommet de l'État? C'est une question rhétorique, puisque vous connaissez la réponse à votre question. Nous passons plutôt la parole à Jeff rapidement. Oui, ça, quand vous écoutez un peu le développement du confrère, c'est compliqué cette affaire, compliqué en ce sens que des Togolais, des concitoyens voyagent pour un match au nord du Togo et qu'on nous dise que les gens ne soient pas assurés. Et c'est un problème vraiment fondamental, d'autant plus que comment est-ce que ces gens se retrouvent dans ce lot de voyage et à la suite d'un accident qu'on dise qu'ils ne sont pas assurés? Est-ce que au cours de nos matchs au plan international, c'est une question de copinage ou bien d'amitié, où on embarque même des gardiens, des amis dans des avions aux frais des contribuables togolais
et Ils ne sont pas qu'à la suite d'un accident, qu'on dise que ces derniers ne sont pas assurés. Vous trouvez cela normal que vous preniez un avion et qu'on vous dit du jour au lendemain que le passager... Vous prenez un avion pour une mission officielle, nationale, et qu'on vous dise que vous n'êtes pas assuré avant de prendre l'avion. Mais c'est difficile de comprendre certaines choses dans ce pays, d'autant plus que nous voyageons tous les jours, même pour des affaires personnelles, dans les pays européens, on demande votre assurance d'abord. Assurance maladie, assurance vie. Vous ne versez pas, vous ne prenez pas votre avion. Mais c'est triste d'écouter des choses comme ça. Mais moi. Souffrez, qu'on mette 3 points de suspension et qu'on finisse là avec ce non, le séjour même vous payez. Un ami professeur d'université qui suit fidèlement le club de la presse et qui nous rectifie que Kobe Bryant a été 5 fois champion NBA. Oui. Il semble que j'ai dit 3 fois. Eh bien, Kobe Bryant a été 5 fois champion NBA avec le Los Angeles Lakers. Il a été 2 fois champion olympique, 2008, je crois, 2012. Merci, nous nous sentons vraiment confortés quand des oreilles, quand un professeur d'université trouve le temps de vous suivre, cela appelle de nous encore l'engagement de dire moins de bêtises, Primus. Tout à fait. Donc c'est toi qui dis les bêtises. C'est ensemble. Merci. Nous continuons maintenant avec la commune, Lac 1 en Europe. Ah bon? Parce que vous retrouvez en bonne place dans les journaux. D'abord, c'est le confrère, le médium qui écrit à la page 5, environnement. Anejo fait preuve de résilience. Et autre journal, c'est l'économiste à la page 4, nous parle de ce projet qui a été lancé dans la ville d'Anejo, commune de Lac 1. Plus de 450 millions de francs CFA pour la gestion des déchets. Il s'agit d'un sous-projet portant gestion des déchets solides. Il s'agit d'un sous-projet, portant gestion des déchets solides et liquides dans la commune de Lac 1. Officiellement lancé hier 27 janvier, c'était le ministre en charge de l'environnement en personne et le maire de la commune Lac 1. Puisque vous venez d'Anejo directement, Jeff, briefez-nous. Oui, ça, je voudrais premièrement rectifier une partie du confrère qui dit un sous-projet qui a été financé à 450 millions, c'est plutôt des sous-projets. Il y a 11 sous-projets qui sont financés par ce projet. Et il s'agit de quel projet? C'est le projet WACA, que nous appelons projet d'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Quand on parle de projet WACA, c'est un démembrement de la Banque mondiale qui s'occupe des questions de l'érosion côtière. Et il ne faut pas oublier aussi que ce n'est pas seulement la commune Lac 1 qui bénéficie de cette enveloppe financière, mais aussi l'érosion côtière de Agbodrafo jusqu'à Anejo aussi sera prise en charge dans ce projet. Alors, Agbodrafo n'est pas dans la commune Lac 1? Non. Agbodrafo, c'est dans la commune Lac 3. Ok. La commune Lac 4, c'est Enfouin, et la commune Lac 3, c'est Agbodrafo. Et la commune Lac 2, c'est Aklakou, commune Lac 1, c'est la ville d'Anejo et Glidji. Alors, c'est pour dire que le projet WACA qui a été lancé, c'est pour apporter un soulagement à ces populations qui sont déplacées à cause de l'érosion côtière. Et on a demandé aux populations de soumettre des projets, parce qu'il ne faut pas financer, parce qu'il faut financer, mais il faut apporter des projets. La commune Lac 1 a soumis des projets. Il faut rappeler que ce projet de la collecte des ordures, de la construction des latrines, le long de la plage dans les établissements, le ramassage des ordures, leur traitement jusqu'à l'utilisation dans les champs et dans les jardins, etc. Donc c'est toute une chaîne de travail qui se fait. Il faut rappeler que d'autres partenaires financiers avaient déjà financé des projets en ce sens dans la préfecture des Lacs. Mais à la fin de ce projet, il faut que la commune elle-même continue ou bien pérennise le projet dans le temps. Et quand ce projet arrive avec le projet WACA, ça compense l'évolution ou bien la suite de ce projet. Et donc voilà un peu l'explication que je peux donner à ce lancement qui a été fait hier par le professeur David Olatokou, ministre de l'Environnement. Il semble que l'ensemble de ces sous-projets-là devrait être exécuté dans un temps de 3 ans. Dans un temps de 3 ans, ce n'est pas seulement à la commune Lac 1. Je pense, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, la délégation sera à Gouégan.
dans le profond, ça, je pense que c'est dans le canton de Aklakou, où se trouve la commune Lac 2. Il faut la plantation des mangroves aussi pour la protection de l'environnement. Donc, il y a d'autres sous-projets qui sont à l'intérieur de la préfecture. Et dans le délai de 3 ans, le maire de la commune Lac 1, Maître Alexis Akeriboura, a promis au ministre de faire un bon usage de ce financement qui sera fait et que les comptes seront dans les moindres détails. Et il a appelé ses collaborateurs, les fonctionnaires de la mairie même, à faire bon usage parce qu'il y a un responsable du projet et qu'il fera un suivi. Et que le préfet même a été désigné comme président de suivi même de la préfecture de ces genres de projets qui seront financés. Et donc tout le monde a quand même donné... À ce niveau-là, on vient d'apprendre que le chef de l'État avait désigné 3 ministres pour suivre une parole qui n'est pas encore exécutée 13 ans après. Est-ce que le préfet, lui, maintenant, lui va... Non, on ne confie pas la gestion au préfet. Suivre, c'est différent de gérer. C'est la commune qui gère. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les gens confondent. Les gens disent que est-ce que les préfets ont encore une autorité? Les préfets contrôlent la légalité de l'exécution de la loi dans les communes. Donc, si une enveloppe financière a été débloquée pour une commune, pour l'utilisation à l'endroit des communautés, je pense que le préfet, c'est le représentant du pouvoir central pour voir si réellement le travail se fait et rendre compte. Là, je suis d'accord avec vous. Les préfets sont toujours là et toujours puissants. Il faut que nous tous le sachions. Non, le préfet n'a pas le droit de toucher à l'argent. Oui, il y a le responsable du projet. Nous avons élu les maires que les préfets sont désarmés. Ils ont toujours les prérogatives de représentants délocalisés ou bien déconcentrés du pouvoir central. Exactement. Donc, dans cette enveloppe de 450 millions dont vous faisiez allusion tout à l'heure, il ne faut pas oublier que le projet même ou le projet Waka prendra en charge l'achat des engins pour la collecte des ordures. Donc, cela n'a pas été ajouté à cette enveloppe. Et qui finance tout ce ensemble de sous-projets? Il y a les partenaires, à savoir la Banque mondiale, IDA, le gouvernement togolais et d'autres partenaires aussi. Merci beaucoup. On pourrait revenir là-dessus. Le fonds de l'environnement mondial. Ah, le fonds de... Voilà. Merci. Peut-être que les auditeurs pourraient nous faire revenir sur ce sujet lorsqu'il sonnera 12 heures et qu'ils interviendront par des questions ou autres commentaires. Souffrez qu'on passe maintenant à une problématique. Les dépêches ne sont pas encore terminées. La semaine prochaine, c'est vrai que vous en avez beaucoup dans votre gibecière. Non, c'est pour te dire justement que la session municipale a été ouverte ce matin par le maire de la commune Lac 1. Donc, les conseils municipaux vont discuter essentiellement du budget et d'autres points également, comme on a passé. C'est fait janvier que vous débattez de votre budget? Non, il y a toute une procédure, ça. Non, c'est pour savoir. Non, c'est pour te dire justement que vous faites un projet de budget que vous envoyez au gouvernement. Oui. Et le gouvernement étudie, et s'il y a des corrections à faire, on fait des corrections, on vous retourne et vous discutez. Mais il semble que tout le monde va disposer de son budget avant. Nous sommes en janvier. Nous sommes en janvier. Avant la nouvelle année. Merci beaucoup. Eh bien, problématique de la sécurité. Nous sommes à moins d'un mois de l'élection présidentielle. Le premier tour, c'est le 22 février. Et en même temps, quand vous suivez l'information, au Mali, au Burkina, nous apprenons que des extrémistes violents, des djihadistes causent mort et désolation un peu partout. Alors, quelle est la situation chez nous ici au Togo? Est-ce que le gouvernement prévient éventuellement l'extrémisme violent, ou bien est-ce que des acteurs politiques de l'opposition ont des raisons de se plaindre de harcèlement? Revue de presse avec le confrère Liberté qui, dans sa parution, écrivait État de terreur. Je rappelle Liberté du 27 janvier qui écrivait hier État de terreur, vague de kidnapping dans les rangs du PNP. Liberté écrivait que le samedi 25 janvier, le sieur Yakubu Moutawakilu, secrétaire général du PNP à Palimé, a été enlevé. Et ensuite, c'est le sieur Aboubakar Tchatikpi, dit janvier, militant du PNP, qui a été également enlevé à Agwe Zongo. Ça, c'est ce que Liberté écrivait hier. Et aujourd'hui, l'alternative, lui, titre à la manchette, Togo présidentiel 2020, la terreur pour faire passer le 4e mandat de Faure. Et ce matin, nous avons accusé réception sur les réseaux d'un communiqué signé de Agbeyome Kodjo, candidat à l'élection présidentielle du 22 février, qui dénonçait ces vagues d'arrestation
Le communiqué dit que Agboyimo Kodjo demande que toutes les personnes là arrêtées soient libérées. C'est ce que le communiqué dit. Et puis, hier, nous avons suivi les reportages sur les médias publics. Enfin, c'est le ministère de la Sécurité qui a organisé une conférence de presse pour présenter des individus qui ont été arrêtés et que le ministre a présenté comme la suite de la Taiga Revolution. Et aujourd'hui, le médium écrit que le mouvement Tigre Révolution en français, ou bien Taiga Revolution pour les anglicistes, neutralisé le samedi par les forces de l'ordre et de sécurité. Et Liberté aujourd'hui parle de tentative de déstabilisation du Togo, acte 2. Yak Damehan et ses éléments ramassent encore quelques poules, entre guillemets. Et voilà le contexte. Eric Hugh Johnson, l'actualité sous-régionale, Mali, Burkina, pour ne pas parler du Niger et du Nigeria, avec l'extrémisme violent, pour ne pas dire le djihadisme. Et chez nous ici, nous sommes à 4 semaines d'élection présidentielle. Le gouvernement qui évoque des raisons de sécurité, notamment la suite de ce phénomène de Tigre Révolution, et vient de présenter hier ces 31 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, pendant que des acteurs politiques, voire certains journaux, parlent de harcèlement, voire d'étouffement de quelques acteurs politiques. Ça, il faut reconnaître une chose, c'est que la menace sécuritaire est réelle dans notre sous-région. Ce qui se passe chez nos voisins maliens, burkinabés, nigériens peut aussi nous arriver. Ici, nous avons eu à débattre de ce sujet et on se demandait si réellement il y a un groupe qui voulait déstabiliser le pouvoir en place. Mais il y a eu un vrai débat, chacun y allait dans son sens, mais tout le monde reconnaissait quand même qu'il y a une vraie menace de sécurité dans notre pays. Quand je suis un peu ta revue de presse tout à l'heure, j'ai pas entendu dire qu'on a arrêté des militants de l'ANC ou des partis proches d'un candidat qui n'est pas UNIR. Ah, d'accord. C'est pour dire que on continue pas à dire que ce sont des proches du PNP, alors que jusqu'à présent, le PNP ne s'est pas prononcé par rapport à un candidat que ce soit. C'est-à-dire, le PNP n'a pas encore donné son soutien à un candidat. Non, le PNP dit qu'il ne s'inscrit pas du tout dans la logique des élections. Alors, pourquoi alors, quand on parle de harcèlement, pourquoi c'est sur les militants du PNP et non sur les militants des candidats qui vont à cette élection-là contre le président de la République? Je pense qu'il faut remettre les trucs à l'endroit. Se dire clairement que toute la sous-région est menacée. Autant sur le continent que sur la mer. Pas plus tard qu'un mois de cela, il y a eu des attaques sur la mer, les pirateries et tout ça. Mais il faut faire attention quand on parle de la sécurité d'un pays. Merci. Nous sommes tous concernés. Merci. Hugues Primus, le ministre hier, au cours de sa conférence de presse, a dit que ces personnes arrêtées, présentées, c'était la suite du phénomène qui a commencé le 23 novembre 2019 et avec ce nom, la Tigre Révolution. Et hier, le ministre et ses services ont exhibé des munitions de Kalachnikov. Et le ministre a laissé entendre que ces munitions devraient servir aux Kalachnikov qui ont été dérobées par ces personnes-là le 23 novembre, qu'on n'a pas toujours retrouvées. Mais il y a des munitions d'armes de guerre, plus d'autres armes blanches. Mais le doute continue toujours à se faire sentir dans certains milieux
Alors, vous, quel est votre... Non, le ministre Yark, le général Yark, nous rassure qu'il y a menace à la demeure, mais ils sont vigilants. Et ils vont déjouer les plans des soi-disant révolutionnaires. Mais contrairement à Eric, moi aussi j'ai des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a deux marchés dans ce monde où vous ne pouvez pas pénétrer comme vous voulez. Le marché de la drogue et le marché des armes. Vous ne rentrez pas dedans. Pourquoi? Parce que c'est un marché sur lequel vous avez tous les services de renseignement du monde. Et quand vous trouvez même une douille par terre, on sait qui est le fabricant, d'où ça vient et dans quel pays on l'a fabriqué. C'est la douille de l'arme supposée. Bon, maintenant, quand je prends le Niger, le Mali, le Burkina, on a déployé des forces militaires colossales. G5, Sahel et autres. Mais on n'attrape jamais. Oui, Primo, vous savez, c'est un grand mystère dans la sous-région, mais revenons chez nous ici, surtout l'ambiance préélectorale où des gens continuent à être arrêtés, supposés proches du PNP, avec tout ce débat-là. Est-ce que l'État nous met à l'abri de violence ou bien est-ce que le gouvernement passe par le biais là pour régler ses comptes au parti PNP? J'ai beaucoup voyagé. Est-ce que je constate quand je rentre au Togo, j'ai l'impression que le peuple togolais est l'un des peuples les plus paisibles en Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez nous qui ne déclenchent rien du tout. Comme mouvement de masse, de violence de masse, où les gens sont dans la rue, décidés à en découdre avec tout le monde, et surtout avec l'État. Je vois ça rarement au Togo. Je vois ça rarement au Togo. Pour les gens, que quelque chose les amène dehors, à l'exception des années 90 où les gens ont cassé et autres. Moi, je considère les années 90 comme des années d'exception. Sinon, généralement, le Togolais, il est paisible. Mais nos gouvernants ont toujours des discours alarmistes. Eux, ils voient le danger partout. Maintenant, c'est à eux, à fond, de nous faire la pédagogie de la peur qu'ils veulent nous inculquer. Alors justement, Jeff le Prince, le ministre disait hier que ces 31 personnes avaient été arrêtées pendant qu'elles étaient en route pour venir opérer. Ils ont été arrêtés dans la localité d'Alenka, à Davier et un peu ailleurs. Donc le ministre a dit clairement que c'était des gens qui s'étaient préparés et qui étaient en déplacement pour venir opérer et que ces services ont su déjouer à temps. Oui, c'est le constat, ça. Mais vous savez, quand je lisais un journal, on disait acte 1, acte 2 de l'arrestation. Donc, dans l'acte 1, je faisais partie de ceux qui doutaient. Et j'avais ce bénéfice de doute pour dire, est-ce que c'est vrai avec des armes blanches, on veut faire la révolution et tout. Mais après, je me suis amusé à échanger avec un ministre et avec un député du bureau de l'Assemblée nationale, dont je préfère taire leur nom. Et les deux recoupements me font croire qu'il ne faut pas s'amuser avec la sécurité d'un pays. Et je les ai pris individuellement, ou on s'est rencontrés individuellement, mais ce que j'ai eu à écouter chez le ministre, ce que j'ai eu à écouter chez le député qui se trouve dans le bureau de l'Assemblée actuelle, ça me fait croire réellement que nous devons faire beaucoup attention. Et nous ne devons pas prendre les choses avec légèreté quand on parle de la sécurité. Mais là où je suis un peu, la situation m'est perplexe, c'est quand on dit que ceux qu'on arrête sont proches d'un parti politique. Là, c'est là où moi, ça me pose un peu de problème. Parce que le PNP n'est pas candidat à la présidentielle, mais quand on dit que ceux qu'on arrête sont proches du PNP, c'est là où ça me pose un problème. Et de toute façon, nous laissons le temps au général Yark, ministre de la Sécurité, ces éléments, à continuer à faire leur travail, à rassurer
la population que nous sommes en sécurité. Parce que, Primous l'a dit tout à l'heure, vous sortez dans certains pays juste pour acheter du pain, vous ne revenez plus à la maison. C'est ce qui est arrivé hier dans la localité d'Aksum, au Burkina, où des gens sont venus au marché, ils ont arrêté tout le monde, ils ont séparé les femmes, des enfants, des hommes, et tous les hommes ont été zigouillés d'après les témoignages que nous avons sur les médias internationaux. Voilà, nous rendons grâce à Dieu que nous n'avons pas encore de ces phénomènes chez nous au Togo. Donc quand les ministres, les autorités parlent de la sécurité, faisons attention à ce que nous disons ou bien ce que nous disons sur les réseaux sociaux pour dire mais c'est moi qui dois parler, c'est moi qui dois me prononcer par rapport à ça. Parce que nous avons la chance aujourd'hui d'aller à la plage tous les dimanches. Ailleurs, les gens ne vont plus à la plage parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et nous devons faire l'effort de consolider cet acquis, cette sécurité que nous avons dans notre pays aujourd'hui en collaborant avec les forces de sécurité. Je voudrais Eric, rebondir un peu sur ce que Primous disait tout à l'heure par rapport aux armes. Et c'est pas toutes les armes qu'on peut tracer. Raison pour laquelle il y a une commission nationale des armes légères pour tracer. Et ils sont tout le temps, enfin les membres de cette commission-là sont tout le temps sur le terrain pour demander même aux paysans, puisqu'il y a des armes artisanales qu'on fabrique tout de suite là, pour tracer ces armes-là, parce que s'il y a un danger, il faut qu'on sache d'où ça vient. Merci. C'est très important. Juste rappeler que le président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et l'usage illicite des armes légères, c'est le commissaire Raymond Koudouovo, l'ancien directeur de la police nationale. Il y a exactement une semaine que Jean-Pierre Fabre, président national de l'ANC, candidat déclaré et validé pour l'élection présidentielle du 22 février prochain, rencontrait la presse pour annoncer qu'il avait introduit 2 recours. Le premier, c'est pour demander l'invalidation du candidat Gnassingbé Faure. Et le second recours, c'était demander la démission des juges de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma et Kwame Amados Djoko. Eh bien, hier, la Cour s'est prononcée et a rendu ses arrêts sur les 2 recours. Revue de presse avec Togo Matin qui écrit « Demande d'invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé irrecevable ». C'est la réponse de la Cour constitutionnelle. L'Union pour la patrie écrit, lui, à la page 6, 3 décisions de la Cour constitutionnelle. Pour Fabre, la Cour constitutionnelle trouve sa requête irrecevable et la rejette. Et non, c'est différent. Oui, il y a eu 2 requêtes de Jean-Pierre Fabre. Il y a 2 requêtes de Jean-Pierre Fabre. La première qui concerne l'invalidation de la candidature de Faure Gnassingbé et l'autre la démission des juges, Abdou et Amados Djoko. La première requête concernant Faure Gnassingbé a été jugée irrecevable et la seconde requête a été rejetée. Elle est recevable, mais elle a été rejetée. Merci. Dans la foulée, il y a également Kodjo Viton, candidat déclaré, mais recalé par la Cour constitutionnelle, qui a également introduit un recours. Et cette requête de Aubin Kodjo Viton a été aussi rejetée. Recevable, mais rejetée. Oui, et puis l'alternative qui trouve, lui, que la Cour constitutionnelle du Togo ignore tout simplement le droit. Primo, c'est une question qui continue à faire beaucoup de débats dans les médias, sur les réseaux. Et maintenant, vous avez depuis hier la réponse de la Cour constitutionnelle au recours de Fabre. Oui. C'est déjà très bon qu'il y ait une réponse. Maintenant, c'est que moi-même, je ne sais pas que dit au fond la loi. C'est d'abord ça qu'on... Il n'y a pas assez de pédagogie dans ce pays, pédagogie pour nous aider à comprendre les choses. Que dit la loi, d'abord? Pourquoi d'abord la requête de Fabre est irrecevable? Je ne sais pas si vous avez connaissance de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Je l'ai sur moi ici même. Vous l'avez lu? Je l'ai lu, oui. Ok. Bon, ils ont... Est-ce que vous vous retrouvez dans les arguments avancés par la Cour constitutionnelle?
Oui, ils ont cité beaucoup de C'est choses. votre droit citoyen d'avoir votre avis. Ils ont cité beaucoup de choses. Non, dans le cas de Fabre, il disait que la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur une loi déjà promulguée. Ils sont dans cette je lis par exemple, selon le commentaire de l'Union pour la patrie, la décision de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle juge irrecevable la requête de Jean-Pierre Fabre sur la candidature, sur la demande d'invalidation de la candidature de Gnassingbé Faure, avec tout le développement qui précède et qui est un peu long à rappeler ici. Jeff le Prince, je présume que vous avez également lu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Quel est votre avis? Bon, mon avis n'est pas important. Parce que il est important. Non, mon avis n'est pas important parce que la Cour constitutionnelle a déjà pris la décision. Quand vous lisez un peu, en citant les lois, les articles, etc. Donc, je ne pense pas que nous, ce serait comme une pierre jetée dans la mer. Donc, du coup, la Cour s'est prononcée et chacun avisera. Eh bien, je me rappelle qu'il y a une semaine, Fabre disait que s'il ne trouvait pas satisfaction dans les décisions de la Cour constitutionnelle, il pourrait en appeler à des instances africaines, voire internationales. Eh bien, plutôt Jeff. Il y a une petite coquille dans la décision de la Cour constitutionnelle, où elle disait qu'elle a délibéré par la Cour en sa séance du 17 janvier. Oui, cela a été corrigé hier soir. Okay. Mais l'erreur y était et ça a été corrigé hier soir par rapport à ce que moi j'ai reçu comme décision de la Cour. D'accord, mais comme les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans appel, la Haute Cour devrait veiller à ce qu'on ne trouve pas d'erreur dans ces arrêts. Ah oui, parce que si on doit trouver une erreur et qu'elle elle-même corrige, ça veut dire qu'on peut lui demander aussi de revenir sur ce qu'elle a dit. Bon, maintenant revenons à Fab. Eh bien, maintenant on va suivre Fab pour savoir. Maintenant qu'il a les instances internationales et africaines, vous lui avez oui. Bon, il a dit que s'il n'était pas satisfait ici, il s'en prendrait à des instances internationales. Eh bien, nous allons. Pas s'en prendre, mais il va s'adresser. Il va saisir. Voilà, il va saisir. Les termes ont leur importance. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si c'est confié à vous, ou bien si on doit attendre. Jean-Pierre Fabre se confier à moi. Pourquoi pas? Ah, d'accord. C'est une instance internationale. Non. La CEDEAO. Non, je crois que, au fait, la décision de la Cour, c'est vrai, quand vous prenez les tests évoqués et la chute même de la décision, il faut être vraiment dans le secret des juristes pour comprendre exactement ce qu'il en est, puisque la Cour dit qu'elle ne peut pas intervenir par rapport à une loi constitutionnelle. Et donc, par conséquent, elle ne peut pas se prononcer sur le rejet de la candidature de Faure Gnassingbé. Mais de la même manière, la Cour fait recours à une autre décision, une décision précédente, parce qu'il y a de cela 5 ans, Jean-Pierre Fabre avait également envoyé pratiquement la même requête à la Cour constitutionnelle. Mais si les termes sont différents, parce qu'aujourd'hui, il est parti de la nouvelle constitution, c'est-à-dire la constitution retouchée par l'Assemblée nationale, pour poser sa requête. En 2015, c'était juste par rapport à la 3e candidature de Faure Gnassingbé. La Cour revient là-dessus pour dire, voilà, c'est les mêmes requêtes et la décision qui avait été prise sera également la même pratiquement, par rapport à l'annulation de la candidature de Faure Gnassingbé. Merci beaucoup. Je sais que cette question intéresse beaucoup de personnes, dont les auditeurs. Je présume qu'ils ont lu les journaux, dont l'Union pour la patrie ou bien le Médium, qui a passé l'intégralité de la décision de la Cour constitutionnelle, la même décision qui circule abondamment sur le réseau. J'encourage nos amis auditeurs à lire intégralement. Je ne sais pas si on comprendra pas toujours, si on comprendra toujours, plus ou moi-même. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais au moins on aura tout lu. Et si les questions devraient arriver,
que ce soit sur la base de ce que la Cour a dit. Alors très rapidement, un petit mot sur les candidats. Jeff, Eric et Primus, pourquoi pas Habib, nous savons qu'ils sont 7 retenus pour la présidentielle, mais depuis quelques jours, la presse et voire même les réseaux ne s'intéressent prioritairement qu'à 3, Gnassingbé Faure, Fabre Jean-Pierre et Kodjo Agboyome. C'est encore la preuve aujourd'hui quand Liberté, avec un ton d'humour ou d'ironie, écrit drague électorale. Quand Faure Gnassingbé demande de défendre son bilan. Pendant que l'Union pour la Patrie écrit, Togo Matin. Togo Matin qui écrit à la page, à la une, dernières heures pour la présidentielle 2020, Didier Amela et son parti, le Front National, Didier Amela et les siens ne voient que Faure Gnassingbé. D'après ce que Togo Matin écrit, le même confrère Togo Matin qui écrit que le professeur Komi Olu n'est pas du tout favorable au projet de Monseigneur Kodjo. Comme Yolu qui dit qu'il n'entend pas désister en faveur de qui que ce soit. Maintenant, terminons avec l'Indépendant Express qui publie une chronique à la page 3 intitulée Euphorie Agboyome Kodjo. Je refuse d'être bête. C'est la chronique de l'Indépendant Express qui parle d'une marque d'inconstance et d'opportunisme de la part d'Agboyome Kodjo. Et pour l'Indépendant Express, Agboyome use de la ruse pour emballer son entourage. Et l'Indépendant Express qui trouve bizarre le statut de candidat unique de l'opposition dont il s'affuble alors qu'il y a plusieurs candidats de l'opposition. Et plutôt l'Indépendant Express qui trouve que le peuple togolais se trouve victime d'une lobotomisation qui ne dit pas son nom. Je n'en dis pas plus. L'article est là de l'Indépendant Express, comme tous les confrères qu'on a évoqués. Vous allez les lire pour vous faire votre propre religion. Pour notre part, nous marquons un petit temps d'arrêt et nous nous ouvrons à vous. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous avons évoqué aujourd'hui la tragique disparition du monument Kobe Bryant. On a rappelé le crash d'hélicoptère du 3 juin 2013 avec 2017 avec les familles qui continuent toujours à chercher secours. 2007, pardon, le crash d'hélicoptère à Lungi en 2007. On a continué avec l'environnement et Aneho et les lacs qui viennent d'avoir un ensemble de sous-projets. Et on a revisité la question de sécurité au Togo et dans la sous-région. On a fini par la décision de la Cour constitutionnelle sur les requêtes de Jean-Pierre Fabre et de Aubin Kodjo-Vitton. Et on a évoqué rapidement le profil des candidats en lice pour le 22 février prochain. Premier auditeur en ligne déjà. Bonjour, monsieur Kodjo. Bonjour. Oui. Oui, c'est Kodjo. Oui, je vous suis. C'est sur la Cour constitutionnelle. Et je voudrais poser une question à notre grand frère Primus. Oui, il vous écoute. On nous dit que les décisions de la Cour sont inattaquables. Supposons que au soir du 22 février, tous les procès-verbaux dont l'opposition gagnante et l'opposition a ces procès-verbaux et que la CENI, comme au temps de M. CI, mais même la CENI déclare que c'est M. Faure qui a gagné les élections. Quelques jours après, la Cour constitutionnelle vient et valide que c'est M. Faure qui a gagné l'élection, alors que les opposants ont les procès-verbaux signés aussi par les représentants du NIR. Est-ce que, en ce cas, les opposants et leurs militants vont rester les bras croisés en disant que les décisions de la Cour sont inattaquables? Merci Primus. Vous prononcez sur une question de politique fiction. Oui. Et nous allons faire avec tous les si. Et nous allons faire de la fiction. Non, mais nous allons nous tenir au fait que toutes les décisions que prend ou que prendra la Cour constitutionnelle sont dans leur nature inattaquables. Donc ce sera le cas aussi si à la fin de cette élection, merci,
Parce que la Cour constitutionnelle ne fait que confirmer ou infirmer les décisions provisoires de la CENI. Merci. Voilà. Il faut rappeler à notre ami Kodjo que entre les résultats provisoires de la CENI et la réponse définitive de la Cour constitutionnelle, les candidats ont le temps de préparer leur dossier et introduire éventuellement un recours. Mais comme c'est des si, on va, le moment opportun, on jugera. L'ami Kolani, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Non, je t'informe que je suis nommé directeur de campagne d'Agbemé Agoué. Ok, on va en parler lorsque la campagne sera officiellement ouverte le 6 février prochain. Ok. Mais je veux parler de la sécurité. Oui. Il faut qu'on se dise certaines vérités. L'insécurité, c'est pas une bonne chose. Il faut la sécurité pour tout le monde. Mais cela est dû à quoi? Tout ce qui se passe là. C'est parce qu'on ne respecte pas les tests qu'on s'est donnés. C'est l'état actuel. Les gens sont tués dans leur peau. On peut arrêter aujourd'hui, demain arrêter, ça va encore venir. Les gens n'ont qu'à comprendre qu'il faut qu'on respecte les tests, il faut qu'on revoie tout. Nous sommes tous des Togolais. Les gens dans leur peau qui sont tués, aujourd'hui c'est là, seulement avec les petits couteaux. Quand l'injustice va commencer par s'installer toujours, vous allez voir ce que ça va devenir. Il n'y a qu'à comprendre, le directeur général de la police, tout le monde, nous tous là, la sécurité est très importante pour tout le monde. Mais nous, les politiciens là, qui sont ce dont des tests là, il faut qu'on les respecte. Personne ne sera au-dessus de la loi. Et puis le chef de l'État actuel sortant n'a qu'à comprendre que la gestion de notre patrimoine est nécessaire que ça soit transparente. C'est ce qui est très important. Du moment où ce n'est pas transparent et on ne respecte pas les lois et que certains sont au-dessus de la loi, je pense qu'on n'est pas encore au bout du tunnel. Merci. On peut dire que quand les hommes ont des raisons de penser qu'ils sont victimes d'injustice, ils en ressentent de la frustration, ce qui les amène à des actions de désespoir. Et malheureusement, la répression n'est jamais arrivée à bout de cela. Il faut plutôt un comportement de dialogue, pourquoi pas, et surtout de faire en sorte que chacun se retrouve dans la justice de son pays. L'auditeur suivant, Sandro, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je salue le plateau. Nous saluons aussi. Je vais aborder la question de l'insécurité. Et on remercie beaucoup ce que le ministère est en train de faire pour garantir notre sécurité. Mais ce qui est bien, c'est que tout ce qu'ils doivent nous montrer comme des scénarios, il faudrait que les choses tiennent bien la tête pour que nous aussi, les citoyens, se retrouvent dans ce qui se passe réellement dans notre sous-région. Là, nous allons les prier de toujours continuer par investiguer sur les affaires de Taïga Révolution là, pour ne pas confondre ce qui se passe à l'extérieur avec ce que nous vivons nous-mêmes sur notre territoire à propos des questions politiques. Il faudrait bien qu'ils travaillent pour départir les choses de sécurité avec les histoires de politique. Toute la population a besoin d'avoir une sécurité pour pouvoir vaquer librement à nos occupations. Merci. Concernant les élections, le peuple togolais n'est pas dupe. Et on sait, et tout le monde voit bien que la situation est un peu morose dans le pays. C'est que tout un chacun a déjà fait son choix. Peu importe ce que les candidats, le régime en place sont en train de faire, ce que nous demandons, c'est que les institutions qui sont en charge des élections soient des institutions crédibles pour nous donner à la fin ce qui sortirait réellement des urnes et non de revenir encore nous inventer et j'ai fait erreur quelque part ou bien c'est pas ce qui a été écrit. Non, on veut bien qu'ils nous donnent réellement ce qui sortirait des urnes le 22 février. Là, le peuple serait tranquille et on n'aura même pas regardé ailleurs. Que tout le processus soit réellement transparent. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Oui. Le directeur, il y a longtemps. Ah oui. Je vous félicitations pour votre journée porte ouverte à Kara. Oui. Vous êtes bien revenu. Oui. Il y a longtemps. Il y a déjà 2 semaines. Voilà. Je n'arrive pas à rentrer en ligne. Ah, aujourd'hui vous êtes en ligne. Je ne sais, ou bien mon numéro là, c'est boîte noire. Peut-être c'est l'Harmattan, vous savez, avec votre 3e âge. Mais aujourd'hui vous êtes en ligne, Papa Sibiti. Harmattan, parce que vous savez que je suis d'un pays de l'Harmattan. Oui. Je connais. Et
je laisse tout aujourd'hui, politique de côté. C'est l'insécurité là, mon directeur. Les voleurs des compteurs d'eau, ils nous dérangent. Je voudrais prier le général Yark qu'il envoie la sécurité dans les rues derrière les maisons comme le faisait le général Yadema. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec l'eau qui coule. Nous allons voir 2 compteurs d'eau de mes maisons là sont enlevés. Au quartier du Djolé? Oui, derrière Adema directement. Et tout dernièrement, à côté je vais parler, il y a un de mes enfants là, tout ça, qui me dit que à côté du ministre Agouboudou de nous, c'est enlevé aussi. Et celui qui est venu faire ça, l'homme de la T2, il dit que ça fait 11, et il déplore 11 vols comme ça à Goué. Oui. Aidez-nous là, que le général mette les gens dans les rues comme le général Yadema faisait. Merci. Eh bien, général Yark, il faut chasser, il faut poursuivre les voleurs de compteurs d'eau. Comme ça, notre papa Sibiti sera à l'abri. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Monsieur Kass, bonjour. Bonjour à vous. Je salue le plateau. Oui, monsieur Boubacar. Oui. Oui. C'est vous pour remercier pour tout ce que vous faites. Je vous en prie. Et pour dire aux Togolais de ne pas jouer avec la sécurité. Quand on parle des armes, quand on parle de la sécurité, il faut aller voir ailleurs. Comme ça, si on touche du doigt, on saura de quoi on parle quand on parle de la sécurité. Et c'est ça. Oui. Vous allez au Mali, il y a un jeune qui veut quitter la maison, il dit maman, je m'en vais. Je ne vais pas revenir, je peux revenir ou je ne vais pas revenir, pardonne-moi. Maman le dit à son tour, mon fils, pardonne-moi aussi, peut-être que tu ne vas pas me trouver vivant. Vous voyez, nous n'allons pas s'amuser avec la sécurité, soi-disant la politique. Pardon, qu'on épargne les Togolais avec l'histoire de politique, avec la sécurité. Pour ce que j'allais augmenter, je voulais remercier le ministre de la Sécurité pour ce qu'il a fait pour le marché. Mais il y a des petits problèmes, monsieur Sack. Vous n'êtes pas habitué du grand marché. Le grand marché de Lomé? Oui. Tu prends ta moto, tu viens au niveau des barrières, tu ne sais pas. Tu brûles le barrière, on cible, tu t'arrêtes. Maintenant, on te prend, au lieu de t'expliquer que c'est ça de te faire partir, on t'arrache la moto. C'est là où vraiment ça ne va pas. Parce que ceux qui ne sont pas habitués du marché, vraiment ça les embête. Tu vas voir des grands qui se plaignent devant ces petits jeunes policiers comme gendarmes, mais vraiment ça fait pitié. L'enfant ne le coûte même pas. Pire, le poste qui est encore plus dangereux, c'est au niveau de Brodarome, Bon Pasteur. Pharmacie Bon Pasteur, mais c'est ça. Vous pouvez faire un rond là-bas, vous allez voir. Il y a des 3 petits jeunes qui embêtent, qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas son grand frère, ce qui n'est pas normal. Il dépasse même les bords. Il a une moto, lui-même d'abord il a une moto sans plaque. Il pointe l'arme sur la moto, il poursuit les gens avec, il klaxonne de n'importe quoi. Ce n'est pas possible. Si leurs chefs nous écoutent, qui n'ont qu'à faire quelque chose là-bas. Vraiment, ce petit... et gendarmes, appliquer la loi avec rigueur, mais accommoder avec de la pédagogie, de la courtoisie, pourquoi pas. Le suivant, l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. C'est Marcel. Marcel, oui. Oui. Moi, je voulais aborder la question sécuritaire. Oui. Franchement, je suis déçu par le développement de Primoussou sur la question sécuritaire. Parce que lui-même, il dit que quand il vient, qu'il voyage beaucoup et quand il vient au Togo, lui, il a l'impression que le Togolais est très à l'aise. Mais les autorités alarment trop la situation. Mais il n'a qu'à savoir que c'est le travail que les autorités font pour que nous, les Togolais, nous puissions être à l'aise. Moi, s'il vous plaît, Saf. Oui. Franchement, je connaissais le Burkina. Tout dernièrement, je me suis déplacé encore au Burkina. J'ai failli pleurer. Je ne reconnais plus ce pays que j'avais connu. Pour la question sécuritaire, sincèrement, je suis très, 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 très intelligent sur cette question sécuritaire. Puisque ce qu'on a présenté,
ces personnes même certains ont reconnu les faits. Ces personnes même n'ont pas nié les faits, reconnaissent les faits, mais... Merci. Primus, vous avez compris notre ami auditeur? Un peu, oui. Un peu. Oui. Merci beaucoup. La prochaine fois, vous comprendrez beaucoup. Il y a déjà un suivant. Papa Sodjine, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, pardon, je voudrais... bonjour, d'abord, bonjour monsieur. Ça, c'est les invités. Oui. Bon, je voudrais intervenir surtout à propos de celui qui s'est intervenu sur les gardes ou bien les gens du grand marché là. Oui. La fois passée, j'étais rentré dans le marché vers 5 heures du matin. Oui. Mais ils n'étaient pas là. À mon sortie, vraiment, ils sont déjà là. Oui. Et ils m'ont pris, je demandais pardon. Mais j'étais obligé de glisser quelque chose avant qu'ils ne m'en laissent. Glisser au niveau de Sakomi. Vous avez glissé quoi? Tout, le ministre de la Sécurité, de voir ces propos-là. Papa Sodjine, vous avez glissé quoi? Ah, vous-même, vous savez ce que j'ai glissé? Je ne sais pas. Ah, c'est de l'argent. Si vous ne glissez pas, on ne va pas vous laisser. Malgré mon âge avancé. Mais si vous glissez là, est-ce que vous-même, vous n'avez pas corrompu les agents? J'ai demandé pardon. Ils m'ont gardé là-bas jusqu'à un certain moment. Ils sont de la gendarmerie. Ils m'ont dit, vous avez avec les policiers là. Nous, les gendarmes, nous ne sommes pas comme ça. Hein? Donc, ils n'ont qu'à voir ça. Merci. Mais vous avez glissé quand même, vous avez repris votre moto. Oui, j'ai glissé. Merci beaucoup. Le suivant déjà, Georges, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Comment vous nous sentez? C'est juste pour saluer la mémoire du géant Kobe Bryant. Il était quelqu'un de grand et mon fils l'aimait beaucoup. Et à chaque fois qu'il y a un match à la télé, et j'essaie d'être le camp adverse, même si à l'intérieur je suis un Lakers. Et donc quand j'ai appris la nouvelle la fois passée, ça m'a pincé le cœur. Oui. On voulait tous aller, moi et mon fils, il n'a que 14 ans, aller le voir à Target Center, mais on n'a pas pu avoir de ticket. Donc, vous savez, chaque jour a une vie. Il faut que nous tous, on soit conscients de cela. Et tout ce qu'on souhaite pour ce pays, c'est que les gens puissent être libres et jouer un peu de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, la disparition de Kobe Bryant me rappelle le confrère français Laurent Sadoul, qui aimait terminer ses éditions par cette phrase célèbre: chaque jour est une vie, travaillons à la beauté des choses. Habib Amouzou, rebonjour. Bonjour, Sass. Je ne cache pas, je suis un peu déçu qu'aucun auditeur n'est revenu sur le drame qui vous afflige. Qu'avez-vous à nous rappeler encore la mémoire de ces compatriotes qu'on a perdu à Lungui il y a déjà 13 ans, avec l'action en justice par vos avocats. Vous avez quand même foi que la justice togolaise soulagera un peu vos peines? Oui, on croit à la justice togolaise en brandissant le carton vert de Eric. Je sais que vous êtes confrère, mais vous êtes invité à cette émission d'aujourd'hui. Vous ne décernez pas de carton. Non, il n'a pas Non, décerné. j'ai pris juste son carton. Son carton vert d'espoir. Donc, si nous n'avons pas espoir en la justice togolaise, nous aurons pu saisir une juridiction internationale. Et nous pensons que le droit sera dit le 25 février, où sont convoqués la Fédération togolaise de football, la Sierra Leone Football Association et la Confédération africaine de football pour pouvoir trouver une solution et indemniser les parents des victimes de ce crash-là. Merci, Habib. Oui, je voudrais plutôt... le micro? Je voudrais plutôt souhaiter que les autorités togolaises écoutent la voix de ces personnes qui souffrent aujourd'hui, moi-même y compris, parce que j'ai perdu un parent très proche à moi
Et il est presque tout pour moi, un ami, un frère. Il était. La preuve, depuis 13 ans, vous arrivez à vous débrouiller par vous-même. Oui, mais je pense qu'il est toujours présent dans tout ce que je fais, parce qu'il était presque mon mentor. Avec lui, j'ai appris beaucoup de choses de la vie. Avec lui, j'ai posé les premiers pas professionnels dans ma vie. Et je crois que je demanderai, avec beaucoup d'humilité, aux autorités togolaises de faire face à cette affaire-là pour que nous ne soyons pas On peut trop connaître traînés. le nom de votre mentor? Je parle du ministre Richard Atipoué. Richard Kwaku Atipoué. Sans le savoir, Oui. il vient de parler de mon cousin. De aussi. votre parent. Ouais. Alors, Habib Vincent, votre action en justice avec les avocats que vous avez, dont un certain Martial Akapo, on peut présager qu'il se battra pour que le droit vous soit dit. Mais il y a une autre bataille. Ça, Oui. tu ne m'as pas laissé finir. Ce que je dis, c'est d'éviter cela. C'est d'éviter cela. Je ne comprends pas. Les gens souffrent dans leur corps et âme. On peut les aider. C'est rien du tout par rapport à ce qu'on fait dans ce pays. C'est très important qu'aujourd'hui, que le gouvernement en place prenne en compte cette affaire et que cette histoire de justice s'arrête une fois pour de bon. Qu'on trouve un terrain d'entente, qu'on règle ce problème sauf, à l'amiable. Eric, les ayants droit... Même si les ayants droit ont déjà, parce qu'ils n'avaient plus d'espoir. Oui, Eric, je vous comprends, mais seulement il se fait que les ayants droit, c'est la justice à l'encontre de ceux qui ont organisé le match. Non, il a dit, l'État togolais ou le président de la République, plutôt le président de la République, a déjà commencé à faire beaucoup de choses. Mais il s'agit maintenant... Oui, je vais te dire. Nous avons poussé très loin. J'ai même effectué un déplacement. Et je t'avoue que l'État sierra-léonais ne voulait même pas qu'on mène une enquête autour de ce crash. Je ne vais pas aller plus loin, mais je dis, je préfère très sincèrement que l'autorité suprême écoute la voix des ayants droit. Alors, je reviens à vous pour terminer. Il y a 13 ans, pour honorer la mémoire de nos disparus, le chef de l'État a donné instruction à 3 de ses ministres. L'administration territoriale, c'était Pascal Akousoulelou-Bodjona. Le sport, c'était Patoum Khekou Christophe Tchao. Celui du transport à l'époque, je ne me rappelle pas. Ça devait être en dos. Ok, aucun de ces ministres-là n'est plus en poste. Mais le chef de l'État, il est toujours là. Et peut-être qu'il vous suit, ou ses conseillers nous suivent et lui rendront compte. Alors, pour ce qui est de la mémoire, Habib, au nom des parents des victimes, qu'avez-vous à dire au chef de l'État? Pour la mémoire de vos parents. Nous voudrions qu'il dégage un minimum de temps pour nous recevoir, pour que nous puissions lui transmettre de mai à mai un mémorandum, plus le projet de Astel que nous lui avons déjà envoyé. Et je suis persuadé que s'il avait eu ça sur son bureau, il allait nous appeler depuis. Nous voudrions qu'il prenne un peu de temps, juste quelques instants, pour nous recevoir et qu'il puisse vivre un peu la douleur que nous allons lui apporter de la part des familles. Je voudrais également préciser tout simplement que nous avons de très bonnes relations avec la Fédération togolaise de football. Nous n'avons rien contre la Fédération togolaise de football. Mais lors d'une rencontre avec le président sortant et réélu, le colonel Akovi, nous avons évoqué attaquer la Sierra Leone au niveau du TAS, du tribunal arbitral du sport. Mais il se fait que nous, les parents des victimes, nous n'avons pas de convention d'arbitrage avec ce tribunal-là. Ouais. Et alors que la Fédération togolaise a une convention d'arbitrage avec ce tribunal. Donc je pense que c'est une planche comptant à la fédération maintenant pour pouvoir trouver peut-être une solution à nos problèmes. Merci à vous Habib. Encore une fois, beaucoup de courage. Oui. Soyez grand garçon et surtout occupez-vous de... C'est une fille? Un garçon. Un garçon. C'est vrai, il s'appelle Eva, mais Eva c'est un minant. Il est venu. Eva, merci. Et chaque fois que vous verrez, chaque fois que vous voyez Eva, c'est Olive Vincent que vous avez toujours avec vous. Et très rapidement, vos cartons de fin d'émission. Oui, je suis d'accord avec Johnson, Eric, oui, mais pour éviter aussi, c'est pas normal que les joueurs qui jouent pour nous voyagent au nom de l'État
et on ne sont pas assurés. Oui. Qu'on évite tout ça. Ça, Et puis, Jeff l'avait dit. oui, Non seulement les joueurs, mais tout le monde, qui font des missions officielles. Et puis, on crée aussi une équipe qui s'occupe de la sécurité de l'engin qui vont faire voyager. Parce que à Cabida aussi, c'est la même chose. On les a mis dans des bus. C'est une question d'organisation. Et je pense que ça serait une pédagogie pour les autres. Alors que nous avons rappelé la pensée du jour. Oui. Le passé est l'endroit où tu apprends des leçons. Oui. Le futur est l'endroit où tu appliques les leçons apprises. On a l'impression que nous autres Togolais, nous n'apprenons pas les leçons de notre passé, que nous commettons toujours les fautes que nous rattrapons. Maintenant, votre carton. Aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai un carton vert pour un jeune frère qui aide beaucoup aussi les gens de la scène, surtout les gens du théâtre. Tu connais le QG, non? Hein? Le QG sur la route de la... Ça ne sort pas le soir. Ah. Merci de me trahir publiquement. Maintenant, le carton vert va... Au DG du QG. Merci, carton vert au DG du QG. Vous allez m'amener un de ces jours. Voilà, c'est promis, on viendra. Jeff le Prince. Moi, je donne un carton vert au bureau exécutif de la Fédération togolaise de football. Nouvel élan à sa tête, colonel Akpouvi. Vous n'êtes pas sans savoir que Bolossou aussi fait son entrée dans ce bureau exécutif. C'est un honneur et nous les invitons. Bolossou ou bien le président de Bolossou? Le vice-président de Bolossou. Non, il ne faut pas confondre. Non, c'est une manière de dire que c'est une fierté pour le club de Bolossou. Oui. Et donc, nous les invitons à un travail bien fait, comme il avait présenté la fois dernière à l'Agora Senghor. Nous attendons beaucoup de choses d'eux. Alors, félicitations et bon courage. Merci. Eric Hugh Johnson. Je voulais passer, mais je me suis rappelé d'un fait et je vais donner un carton rouge aux jeunes commissaires qui, excusez-moi bien, mais qui ne font pas un travail décent parce que il s'est passé un truc très simple, je vous l'explique rapidement. C'est que il y a un huissier qui est allé sur un terrain pour exécuter une décision de la justice. Mais l'huissier a eu des problèmes, mais il est parti chercher un commissaire avec ces éléments qui sont venus en armes et tout. Mais le commissaire n'a pas pris soin, ce jeune commissaire n'a pas pris soin de lire la décision de justice que l'huissier appliquait. Mais quand ils sont partis, ils ont fait des enlèvements, des trucs, mais arrivé au niveau de la justice, le procureur de la République a dit non, vous n'avez pas lu la décision, il ne devrait pas y avoir enlèvement de matériel. Vous voyez, c'est pour dire que ces commissaires-là, ces jeunes commissaires-là, il y a certains. Je dis ces jeunes, c'est pas tous, qu'ils apprennent de leurs supérieurs. Merci. La moindre des choses, c'est de s'assurer bien de l'objet de sa mission avant de s'y aventurer. Encore une fois, j'ai pas voulu donner le nom. Vous l'avez déjà beaucoup dit. Il se connaît. Le passé est l'endroit où nous apprenons des leçons. Le futur est l'endroit où nous appliquons les leçons apprises. Bon appétit à nous tous. Bonne troisième mi-temps à nous ici au studio. Et nous nous retrouvons demain, mercredi, à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Encore une fois, à la mémoire de Laurent Sadou, à la mémoire des victimes de Longhi. Chaque jour est une vie. Chaque jour est une vie. Travaillons quotidiennement à la beauté des choses.